Est-ce que vous saviez que Peter Pan a failli être annulé? Notamment à cause de la Seconde Guerre mondiale, de la sortie d'autres productions Disney et également de l'absence de Walt. Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vais vous raconter l'histoire de cette production chaotique. Alors abonnez-vous et activez les notifications. Peter Pan, à la base, c'est une pièce de théâtre écrite par James Matthew Barrie en 1904. En 1939, Disney arrive à obtenir les droits de Great Ormond Street Hospital et de la Paramount pour l'adaptation à l'écran. En fait, Roy Oliver arrive à négocier les droits pour l'adaptation de Peter Pan en film d'animation. Mais en réalité, le travail sur le film a débuté bien avant. On peut dater par exemple les premières esquisses et dessins sur le projet en 1938, avec notamment plus de 400 aquarelles de David Hall. Peter Pan, à l'origine, il doit sortir juste après Bambi, qui lui est prévu en 1942. Mais la Seconde Guerre mondiale stoppe la production. On va demander aux studios de participer à l'effort de guerre en produisant des films de propagande, des films de formation destinés aux soldats, et l'armée américaine va carrément réquisitionner les locaux des studios. Et puis, accessoirement, les studios sont privés du marché européen. Bon, heureusement, la Seconde Guerre mondiale se termine, les studios reprennent leur travail sur leurs films, et c'est là qu'ils décident de produire Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon et donc Peter Pan en même temps. Côté scénario, c'est Maurice Rapf qui propose une première version du film avec un Peter Pan peut-être un peu trop méchant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les studios refusent sa proposition en 1943. Finalement, c'est Jack Kinney et ses équipes qui livrent un scénario final en 1946. Et ce sont ces mêmes équipes qui rentrent en phase de storyboard avec plus de 40 000 esquisses. Le film doit sortir en 1948, mais Roy et Walt ne sont pas d'accord sur quel Disney sortira en premier. Alice, Cendrillon ou Peter Pan. Finalement, c'est Cendrillon qui est privilégié. En parallèle, les studios connaissent leur première grève. À l'époque, les salariés veulent être représentés par des syndicats. Cette grève va mener à 450 licenciements et, privés de talent, les studios sont obligés de repousser la production de Peter Pan. En 1949, on reprend les travaux sur le synopsis, mais Walt est absent, car à l'époque, il préfère se concentrer sur la création de Disneyland. Finalement, ce sont 8 scénaristes, dont Ralph Wright, qui est un artiste Disney très connu, qui livrent le synopsis final. La réalisation est confiée à Clyde Geronimi, qui a réalisé Cendrillon et Alice, à Wilfrid Jackson, qui lui a réalisé Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles, et également à Hamilton Lust, qui pour sa part a réalisé Pinocchio, Cendrillon et Alice. Bobby Driscoll a 16 ans quand il est appelé à jouer Peter Pan. Bobby, c'est une star très connue à l'époque, une star Disney, puisqu'il a travaillé sur pas mal des dernières productions. Catherine Beaumont, elle, est appelée pour doubler Wendy. Catherine Beaumont, c'est celle qui a doublé et qui a été la référence humaine d'Alice. Pour Peter Pan, elle fait la même chose. Pour rappel, à l'époque, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan sont produits en même temps. C'est tout naturellement qu'on lui a donc proposé les deux rôles. Pour le Capitaine Crochet et Monsieur Darling, c'est le même voice actor qui prête sa voix au personnage. Il s'agit de Hans Conried. Les studios ont tenu à respecter la tradition qui vient de la pièce de théâtre et qui veut que le personnage de Crochet et de Monsieur Darling soit joué par le même acteur. Enfin, c'est Bill Thompson qui double Monsieur Mouche. Bill a déjà été voice actor pour le personnage du lapin et celui du dodo dans Alice au Pays des Merveilles. Le travail des 9 sages Disney n'a jamais été aussi important que sur ce film. Walt est vraiment le grand absent de la production. Les 9 sages Disney, ce sont les animateurs qui ont travaillé sur le plus de projets depuis la création des studios. Il s'agit de Wolfgang Reitermann, Les Clark, Ward Kimball, John Lansbury, Milt Kahl, Mark Davis, Frank Thomas, Eric Larson et Ollie Johnston. Dans le film, tous les personnages sont des humains, sauf le crocodile, Nana et une mouette. Ces derniers empruntent le style animalier propre au studio Disney. Tous les personnages sont fidèles au livre, ça c'est hyper important. Peter Pan, par exemple, il possède un costume qui est exactement le même que celui qui est décrit dans le livre. D'ailleurs, pour la référence humaine du personnage, on a utilisé le danseur Roland Dupré pour lui donner une gestuelle souple et aérienne. Le Capitaine Crochet, lui, c'est un méchant très classique. Il est représenté comme tel. Il a un costume d'époque, des expressions faciales, une longue moustache. Ses mouvements ils sont inspirés du voice actor Hans Conried, mais le personnage possède également quelques traits caricaturaux de Frank Thomas, l'un des 9 sages Disney, qui a travaillé dessus. La fée Clochette, quant à elle, c'est plus un point lumineux comme dans la pièce de théâtre, mais une jeune femme très féminine et toute petite.
Elle est inspirée du physique de l'actrice Margaret Kelly, qui d'ailleurs sert également de référence physique pour l'une des sirènes du film. Margaret Kelly, donc c'est bien la référence humaine, et c'est pas Marilyn Monroe, contrairement à ce qu'on peut croire. Les autres personnages, eux, empruntent directement à leur référence humaine. Par exemple, Catherine Beaumont, comme on l'a dit tout à l'heure, a donné ses traits pour Wendy. Elle avait également prêté ses traits au personnage d'Alice, donc on peut y voir une certaine ressemblance. Et comme pour le Capitaine Crochet, Monsieur Mouche est une véritable caricature de Holly Johnston, l'un des 9 sages Disney qui a travaillé sur le personnage. Les Indiens, quant à eux, sont de véritables stéréotypes, maladroits et vieillissants. Enfin, pour les garçons perdus, les équipes se sont inspirées des animaux de leur nom avec leur caractère physique. L'aspect esthétique du film, on le doit à David Hall, qui s'inspire du style de Arthur Ackman, l'illustrateur du livre. Mais David s'inspire également de l'artiste Albert Hurter. Au niveau de l'aspect coloré, on le doit à Mary Blair, qui est une artiste Disney très connue, qui a travaillé sur beaucoup de productions, notamment sur Alice. Après Peter Pan, Mary part sur le projet de Disneyland. On lui doit d'ailleurs la façade de It's a Small World. Le film en lui-même, c'est un véritable challenge, car il y a beaucoup de décors avec de l'eau, notamment la scène où les garçons perdus passent sous la cascade. En plus de ça, les équipes cherchent à zoomer certains décors pour le personnage de la fée Clochette, afin de respecter son échelle. Encore une fois, ce sont les 9 sages Disney qui travaillent sur l'animation des personnages. Chacun travaille sur une séquence en particulier. On utilise également le procédé de la rotoscopie, qui consiste à animer des personnages à partir des références humaines. Ce qui pose également problème, ce sont les cheveux du Capitaine Crochet. Ils sont compliqués à animer, notamment au niveau de leurs mouvements, car ils ne sont qu'une seule et même masse. En plus de ça, leur couleur noire se voit moins dans les scènes plus sombres. Les artistes décident donc de jouer avec les nuances de couleurs et les décors. Les 9 sages Disney profitent de leur expérience pour relever un nouveau défi, celui d'animer des personnages qui volent. Pour les effets spéciaux, les équipes font appel à un procédé très connu qu'on a évoqué plusieurs fois sur la chaîne, il s'agit de la caméra multiplan. Pour rappel, la caméra multiplan, elle permet de donner de la profondeur au décor avec la superposition de plusieurs couches de cellulose. Pour Londres, le film a utilisé 20 couches de cellulose. Un autre effet qui a été compliqué à rendre à l'image, c'était le scintillement de la poudre de fée qui accompagne Clochette tout le long du film. Une équipe du département encre et peinture a donc dû développer une technique spéciale pour produire cet effet. Il faut savoir que de base, la seconde étoile avait été écrite par Sammy Fenn pour le film Alice au Pays des Merveilles. C'est d'ailleurs Sammy Fenn, accompagné de Sammy Cahn, qui s'est occupé de la composition de la bande originale du film. Le morceau À la file indienne, quant à lui, a été pensé à la toute fin de la production. Le duo Sammy et Sammy avait d'ailleurs déjà terminé son travail de composition, et on a donc appelé Oliver Wallace, un artiste Disney bien connu lui aussi, pour l'écriture de cette chanson. Afin de promouvoir le film, une émission télé est produite comme ce qui avait été fait pour Alice au Pays des Merveilles. Peter Pan se retrouve donc en duo avec la ressortie de Blanche-Neige et les 7 Nains dans The Walt Disney Christmas Show. Le film sort le 5 février 1953 aux États-Unis. On rencontre donc la famille Darling à Londres. Wendy, l'aînée, raconte les histoires de Peter Pan, un garçon sachant voler et vivant au pays imaginaire, à ses petits frères Jean et Michel. Un soir où les parents sont partis, Peter Pan, accompagné de la fée Clochette, vient récupérer son ombre, volée par Nana, la chienne bonne d'enfant. Il décide d'emmener Wendy, Jean et Michel au pays imaginaire où ils rencontrent les garçons perdus. Ils font également la connaissance de sirènes mal intentionnées, des Indiens qui les font prisonniers mais dont le sauvetage de la fille du chef, Lily la tigresse, les libère, et de pirates dont le capitaine Crochet veut la peau de Peter Pan pour lui avoir coupé la main et l'avoir jeté au crocodile. Malgré le plan machiavélique de Crochet, profitant de la jalousie de Clochette pour obtenir des informations sur la cachette de Peter Pan, ce dernier, accompagné de Wendy, Jean et Michel, ainsi que des garçons perdus, triomphe des pirates. Peter Pan décide finalement de ramener Wendy, Jean et Michel chez eux à Londres. Dans le film, les adultes sont dépeints comme des êtres inutiles et désintéressés. Ils laissent par exemple sans surveillance leurs enfants, ou en tout cas ils en relèguent leurs responsabilités à leur chienne, Nana, la bonne d'enfant. D'ailleurs Nana s'en sort bien mieux qu'eux. Les adultes ne sont donc pas forcément un modèle à suivre. Monsieur Darling se veut par exemple autoritaire dans ce rôle de chef de famille, mais il n'est pas crédible, il s'emporte trop rapidement, il témoigne d'une grande maladresse. En fait, il exprime son besoin de contrôle pour se rassurer. Crochet, qui est un autre personnage adulte, au pays imaginaire cette fois-ci,
Il est vu par les pirates comme un mauvais capitaine. Il s'intéresse qu'à la revanche qu'il veut prendre sur Peter, et par là il délaisse son équipage. Il exprime ainsi une forme de trauma avec le crocodile, et une forme de frustration également. En parlant du crocodile, son tic-tac peut représenter en quelque sorte le temps qui passe. Ça renvoie à la vieillesse et encore une fois à l'âge adulte. En cherchant à combattre Peter, Crochet souhaite prendre sa revanche sur l'enfant qui lui a arraché ou coupé en tout cas sa main, et par la main on peut comprendre une forme de paix intérieure. Crochet, c'est un adulte qui est anxieux et il s'oppose en quelque sorte à l'enfant candide que représente Peter Pan. Crochet et le père Darling représentent donc une forme négative de l'âge adulte. Et comme dans la pièce de théâtre, l'interprète est le même. Les deux personnages partagent donc la même voix et en quelque sorte la même vision des choses. La transition entre le monde réel, donc celui des adultes, et le monde des rêves, qui est celui des enfants, se fait de nuit dans le film, un peu comme un songe, où les personnages passent de Londres, dans la nuit, au pays imaginaire, dans le jour. En opposition à cette vision adulte, on a plein de symboles de l'enfance. Peter Pan, par exemple, c'est le portrait de la jeunesse éternelle. Il est cependant représenté comme un personnage peu sympathique, il est même expéditif avec Wendy, notamment lors de leur rencontre. On peut y voir une forme d'insolence, comme un enfant. Peter Pan incarne aussi l'innocence, plus particulièrement lorsque les sirènes veulent simplement noyer Wendy. Il n'a aucune réaction. Il ne se rend pas non plus compte de l'admiration et de la forme d'affection que Wendy lui porte. Clochette, quant à elle, vient personnifier la jalousie. On peut y voir une représentation des caprices que font les enfants. Ce clivage adulte-enfant, il vient en écho au symbole maternel, qui lui est présent tout le long du film. Le père Darling est sévère, certes, mais Madame Darling, elle est très douce. Wendy s'y réfère d'ailleurs pour demander la permission d'aller au pays imaginaire. Peter indique lui-même qu'il ramène une maman au garçon perdu. En fait, là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'une maman, c'est un cadeau. La chanson Une maman d'amour vient finir d'ériger le symbole maternel sur son piédestal. D'ailleurs, cette chanson finit même par attendrir les pirates, c'est dire. On peut y lire le contre-pied de l'absence des mères de princesses Disney, à l'image de celle de Walt. En réalité, Peter Pan, c'est l'un des rares films où Walt fait face à ses démons en traitant de la sorte la figure maternelle, parce que même s'il était absent, il a quand même participé à la production. Il faut savoir que sa mère est morte asphyxiée pendant la production du film, d'une fuite de gaz de la maison dans laquelle il venait de la faire déménager pour la ramener près de lui. Si le film fait une lecture positive de la figure maternelle, il est extrêmement maladroit sur le reste. Les Indiens par exemple sont considérés comme des animaux, des aborigènes à capturer. Jean les présente d'ailleurs en parlant d'eux comme des animaux. Et très franchement, la chanson À la file indienne vient encore plus enfoncer le clou. Le message au début du film, désormais présent sur Disney+, indique d'ailleurs que les studios ont pris la mesure de cette maladresse et qui présentent leurs excuses. Alors est-ce qu'il faut retirer Peter Pan de leur catalogue ? Le film souffre en réalité des codes d'une toute autre époque. Mais la représentation stéréotypée des Indiens ne s'arrête pas là, puisque quasiment personne ne parle à part le chef, même pas Lily la tigresse. La femme n'a pas le droit à la parole. D'ailleurs, quand Wendy ouvre la bouche, elle est envoyée chercher du bois, comme pour lui dire de se taire. Le film rapporte 4 millions de dollars à sa sortie en salle aux États-Unis et au Canada, et aujourd'hui, il a généré plus de 87 millions de dollars dans le monde entier. À la sortie du film, et pour la première fois, Disney accorde des licences de produits dérivés. Les studios cherchent à développer leur stratégie de produits dérivés qui existent déjà, en faisant en sorte de l'étendre à une échelle plus importante pour en faire la plus grande campagne promotionnelle pour un film à l'époque. De nombreux produits dérivés du film sont vendus dans le monde entier, mais pas que. L'univers du film est présent dans de nombreuses attractions, des parades et des meet and greet des parcs Disney du monde. Le film a droit à une suite, Peter Pan 2 Retour au pays imaginaire en 2002, et en 2023, c'est un film en prise de vue réelle, Peter Pan et Wendy, qui fait écho à la production originale des studios. On peut le dire, Peter Pan est aujourd'hui un personnage phare de l'univers Disney. C'est un dessin animé qui s'est vu repoussé de nombreuses fois, relégué au second plan et qui a même été abandonné par Walt. Mais c'est aussi LE film des 9 sages Disney. Ce sont eux qui l'ont créé, qui l'ont aimé et qui l'ont choyé comme leur propre bébé. Cet amour a traversé l'écran et le film a été adopté à sa façon par les fans du monde entier, faisant de lui l'un des plus grands classiques des studios. Peter Pan est l'un des premiers Disney avec Winnie l'ourson que j'ai regardé en boucle quand j'étais petit. J'adore ses musiques, ses couleurs et ses dialogues. Je trouve que le film souffre un peu de l'absence de scénario réel, il s'agit plutôt de l'enchaînement de séquences. Mais le film fait malgré tout appel à nos émotions, à nos souvenirs, à une forme de nostalgie. C'est un film plein de rêves et d'espoir. Abonne-toi et like la vidéo.